spiritualité musulmane l'association des oulémas notamment, plusieurs discours. Je pense que la question, c'est pas nouveau. Il n'existait pas des opposants, le discours était homogène. Il y a pourquoi c'est les soufis qui appellent. C'était financé, bien documenté et bien sourcé. Monsieur Jabal Khair Saïd, Jabal Khair, merci encore de nous avoir accordé de votre temps pour discuter de la dernière partie de notre émission. Et dans cette partie-là, nous aimerions avoir votre avis sur la révolution en cours, votre avis sur la place de la femme en Algérie actuelle et comment même si nous avions accordé un temps pour ça, mais j'aimerais qu'on en reparle encore une fois. Et aussi nous allons parler de laïcité. Votre avis en tant qu'islamologue sur la laïcité. Beaucoup de travaux ont été faits par les islamologues algériens. Et aussi nous aimerions évoquer le sujet de la démocratie. Voilà. Donc c'est des sujets, on va dire, d'actualité. Nous allons commencer par une anecdote parce que comme ça, en parcourant votre profil. Votre profil Wikipédia, je tombe sur une surprise. Donc, ils ont un petit peu évoqué votre parcours professionnel et aussi votre formation, etc. Mais après, au niveau de la marge, donc vous avez quelques informations et là, distinction. Donc, dans la partie distinction, ils ont écrit en arabe Ilmani Kafir. Ilmani Kafir. Donc, c'est une page en français et au niveau de la distinction, ils ont écrit Ilmani Kafir. Ilmani Kafir, ça veut dire quoi? Ça veut dire laïque. Laïque et apostat. Donc, déjà, le mot Ilmani, il y a eu un travail qui a été fait par est-ce que vraiment le mot Ilmani, c'est la vraie traduction de la laïcité? Mais on va peut-être pas entrer dans ce débat technique, mais faisons l'introduction avec ce qui a été écrit sur votre page Ilmani Kafir et parlons de la manipulation qui se passe, qui existe en ce moment. Je pense que vous avez une anecdote à nous raconter sur les pages Facebook et les pages en arabe de façon générale, et même Facebook en arabe. Et je pense que vous avez des vérités à nous annoncer. Et après, juste après, nous parler de la laïcité, votre vue, votre regard sur la laïcité en tant qu'islamologue, M. Jabal Khair. D'accord. Tout d'abord, concernant les réseaux sociaux, tout le monde sait, enfin, je pense qu'il y a une très large, une assez large audience sur les réseaux qui connaît, qui a l'information, c'est-à-dire sur tout ce qui est publié, par rapport à ce qui est publié en arabe sur les réseaux. Et cette information nous dit que ce qui est publié en arabe sur les réseaux, tout réseau confondu, y compris Facebook, il est essentiellement contrôlé par le Moyen-Orient, c'est-à-dire c'est-à-dire elle est en étroite relation avec les frères musulmans. Moi-même, la page Wikipédia qui a été produite, qui a été ouverte sur moi, elle a été censurée et supprimée par les frères musulmans d'Égypte. Donc, et là, maintenant, vous ne trouverez que la page Wikipédia sur moi, que la page en français.
la page en français. Celle en arabe, elle a été supprimée. Bon, donc, bon, je passe sur ça. Je ne voudrais pas m'attarder sur ça. Maintenant, par rapport à la laïcité. Par rapport à la laïcité, d'abord, c'est quoi la laïcité? Si on n'est pas laïque, on est quoi? Si on n'est pas laïque, on est pour un État religieux. Si on n'est pas laïque, donc c'est qu'on est pour un État religieux. Bon, si on est pour un État religieux, c'est quoi le statut de cet État religieux dans la religion? C'est ça la première question qui devrait être posée. C'est quoi le statut d'un État religieux dans la religion? Moi, je dis que un État religieux ne relève pas de la religion et n'a rien à voir avec la religion, ni avec le prophète, ni avec le Coran, ni avec les hadiths, ni avec certaines lectures, en tout cas, des textes fondateurs. Par exemple, prenons l'exemple des Mu'tazilites, par exemple. Pardon. Le Mu'tazila, entre autres Abu Bakr al-Assam, quand je l'ai déjà dit, Abu Bakr al-Assam, il est contre l'État religieux, il est contre le califat. Pour lui, le califat ne veut pas de la religion et n'a rien à voir avec le religieux. Vous prenez ça, Abu Bakr al-Assam, c'était un juriste, faqih, Mu'tazili, un juriste et un commentateur du Coran, c'est-à-dire un mufassir. فقيه ومفسر معتزلي et il était ascète, c'est-à-dire كان زاهد ما كانش عنده علاقه بالسلطه الى اخره. C'est quelqu'un qui était très intègre et dans sa situation sociale il était très pauvre, c'est-à-dire كان فقير بزاف وكان معروف زاهد. Bon, donc Abu Bakr al-Assam il dit dans ses ouvrages que le califat n'est pas religieux et n'a rien à voir avec la religion. Et c'est ce que dit aussi, par exemple, Cheikh Ali Abdel Razak dans son ouvrage qui est paru en 1925, une année après la chute du califat et l'abolition du califat par Atatürk. Le livre de Cheikh Ali Abdel Razak, c'est un Cheikh Azhari qui s'intitule l'Islam wa usul al-hukm. Donc, il dit aussi, il explique en détail que le califat n'a rien à voir, c'est-à-dire le califat, il explique que le califat, c'est une œuvre humaine et laïque et qui n'a rien à voir avec c'est-à-dire c'est une œuvre humaine qui n'a rien à voir avec la religion. Ce n'est pas la religion qui nous demande et qui nous impose et qui nous oblige à fonder un État, mais c'est le fait qu'on soit des humains et qu'on ait besoin de s'organiser en tant que société. C'est cela qui nous impose de créer un État. Et ce n'est pas la religion, ce n'est ni le Coran, ni les hadiths, etc. Bon, donc religieusement parlant, mais les califes, enfin les juristes qui étaient c'est-à-dire les alliés des califes à travers l'histoire, ce sont eux qui ont décrété, qui ont défini le califat comme étant قالوا هي الخلافة هي حراسة الدين والسياسة الدنيا به. Les juristes. Vous pouvez me dire en français là, ça a coupé. C'est-à-dire que le califat, c'est comment dirais-je, c'est de garder la religion, d'être un gardien, de sauvegarder la religion et de gérer les affaires de la cité, les affaires temporelles par la religion. Gérer les affaires temporelles par la religion. Donc, الخلافة هي حراسة الدين والسياسة الدنيا به. وكما قلت سموها خلافة عن رسول الله. Donc, c'est un genre de, c'est-à-dire le calife, il prend la place du prophète.
ce qui n'est pas prouvé religieusement parlant. Et je reviens à Cheikh Ali Abdelrazak. Et il insiste qu'il n'existe pas de texte, ni dans le Coran, ni dans les hadiths, qui stipule que le califat est un projet fondé sur la religion, sur une légitimité religieuse. Donc, la légitimité religieuse du califat, c'est une légitimité autoproclamée et c'est une légitimité qui a été décrétée par les juristes qui étaient les alliés de ces mêmes pouvoirs, de ce même califat. Donc, et c'est normal, puisqu'ils ont les mêmes intérêts, les califes et la plupart des juristes, c'est les mêmes intérêts qui les rassemblent, et donc ils ont décrété la légitimité religieuse du califat. Mais il n'en est rien dans les textes fondateurs de l'islam. Ça, c'est très important à souligner. Maintenant, celui qui peut apporter la contradiction et dire le contraire avec des preuves, marhaba bih. يجي يقابلني أنا je suis là نتحدى أي واحد يجيب لي أدلة من القرآن والحديث على الأساس الديني لمشروع الخلافة. ما كانش ça n'existe pas. واللي عنده يجيب مرحبا. Donc là maintenant s'agissant des sociétés de nos sociétés dites modernes, parce que là, nous avons la vitrine, la façade de la modernité, mais nous n'avons pas le fond de la modernité, c'est-à-dire la pensée, la libre pensée, etc. Le fond, nous ne l'avons pas. Nous avons la façade. Les sociétés musulmanes modernes qui ont émergé après la colonisation, c'est-à-dire pour le cas de l'Algérie, après 62, après l'indépendance. Ces sociétés, ce sont des sociétés, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Égypte ou bien ailleurs, ce sont des sociétés qui ont pris une façade moderne, mais qui, dans le fond, sont restées des sociétés, j'allais dire, fortement rattachées à l'orthodoxie religieuse, que ce soit dans le mode de pensée ou bien les pratiques, que ce soit sur les mœurs, les pratiques, etc. Donc, nos sociétés modernes, elles ont pris une façade moderne, mais dans le fond, elles sont restées. Et pourquoi elles n'ont pris que la façade? Pourquoi, par exemple, l'État algérien en 62 n'a pas opté, par exemple, pour l'application de la charia directement, des lois religieuses? Pourquoi? Parce que les responsables, les présidents, les gens qui étaient les décideurs de l'Algérie avaient compris. Il en est de même pour les décideurs de l'Égypte, Abdel Nasser, Jamal Abdel Nasser, ou même le roi Farouk, ou les autres, pour le Pakistan, pour le Maroc, le roi Mohamed V, le Maroc, ou bien Bourguiba pour la Tunisie. Ils ont compris qu'il n'était pas possible d'appliquer les lois coraniques, les lois juridiques du Coran, et surtout quand il s'agit des châtiments corporels, c'est-à-dire al-hudud, ils ont compris qu'il n'était pas possible d'appliquer ces lois surtout après que la charte des droits de l'homme a été décrétée par les Nations Unies à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc, tous les traités internationaux sur les droits humains et sur les libertés, sur les droits des prisonniers, c'est ce qu'on appelle la Convention de Genève, etc. Donc, tous ces textes-là, nos gouvernements qui sont venus après l'indépendance, ils se sont rendus compte qu'ils avaient les mains liées. Ils avaient les mains liées par ces textes internationaux et universels. Il s'agit de textes universels, donc appliqués par pratiquement tous les États du monde. Et donc, ils n'étaient pas les seuls États qui sont restés sur ces lois religieuses. On retrouve presque le seul État, c'était l'Arabie Saoudite,
c'était un royaume fondé sur la religion et uniquement la religion. Donc, c'était un royaume qui a été fondé sur la légitimité religieuse de Cheikh Ben Abd al-Wahhab. Donc, c'était le pacte du sultan, du roi et du cheikh et du faqih. Et donc, c'était le seul. Après, l'Iran en 79 et un petit peu le Pakistan, et sans parler de l'Afghanistan qui est un cas assez spécial. L'Afghanistan, c'était même pas un État, c'est les talibans, c'est les moudjahidines qui décrétaient leur loi. Et après, bon, on a assisté à la manipulation. Oui, la manipulation et la guerre interne, c'est-à-dire entre les moudjahidines. Après, quand les Russes sont sortis de l'Afghanistan, ils ont commencé à se chamailler, à se livrer la guerre les uns contre les autres. Et on a vu, ça a fini, on a vu tous comment ça s'est fini en Afghanistan. Et donc à l'exception de l'Arabie Saoudite et de l'Iran, et un petit peu le Pakistan, aucun autre pays musulman n'a été assez courageux pour opter pour les lois coraniques. Du coup, maintenant, mais quand même, toutes les constitutions arabo-musulmanes comprennent le fameux article 2, l'islam, religion de l'État. Donc, quand on dit islam, religion d'État, ça veut dire quoi? Donc, c'est des États qui sont des États mi-figue, mi-raisin. Ils ne sont ni complètement modernistes, ni complètement traditionnalistes. C'est des États qui tiennent le bâton par le milieu. Donc, ils essayent donc d'être, comme ils le peuvent, modernistes, du moins sur la façade. Mais et en même temps, ils essayent de ne pas fâcher la forte tendance conservatrice et traditionnaliste qui existe dans leur société, dans les sociétés qu'ils gèrent, que ces États-là gèrent. Est-ce que ce n'est pas une création, M. Jabal Khair, cette partie conservateur, est-ce que c'est une création pour équilibrer, pour contrecarrer les forces émergentes démocratiques de ces pays-là? Non, ce n'est même pas une création. C'est les sociétés qui n'ont pas évolué. C'est les sociétés qui n'ont pas évolué. Et que les États post-indépendance ont tout fait pour les maintenir dans leur ignorance. Et pour que ces sociétés, les États ont tout fait pour que ces sociétés-là n'évoluent pas. Et c'est pour ça que, prenons l'exemple, pratiquement du Maroc, de Tanger, de Rabat jusqu'au Yémen, aucun État n'a opté pour une vraie école républicaine, à l'exception de Bourguiba. À l'exception de Bourguiba, il faut le dire. C'est le seul qui a opté pour une vraie modèle. C'est vrai que c'était quelque part un dictateur, mais c'était un dictateur éclairé. Et il a opté pour une vraie école républicaine, pour une vraie condition, une bonne condition féminine. Il a opté pour les droits féminins, etc. etc. Donc, Bourguiba, à l'exception de Bourguiba. Mais tous les autres, personne n'a opté pour une vraie école républicaine. Moi-même, je ne sais pas, mais pour les autres, mais pour mon cas, par exemple, moi, je n'ai jamais entendu parler des droits de l'homme à l'école. Je n'ai jamais répondu, on nous a jamais expliqué la République à l'école. On nous a jamais expliqué la modernité à l'école. On nous a jamais expliqué les droits de l'homme, les droits de l'enfant. On nous a jamais expliqué, par exemple, la diversité à l'école. Que veut dire la diversité? La liberté d'opinion, la liberté d'expression. On nous l'a jamais expliqué à l'école. On n'a jamais entendu parler à l'école, par exemple, du vivre ensemble en paix. Alors, où est-ce que je vais ramener ces valeurs? Où est-ce que je vais trouver ces valeurs? Chez moi, ma mère n'est pas lettrée. Mon père, il a étudié le primaire. Comment qui fait? Et encore que mon père a étudié le primaire en France, c'est-à-dire qu'il a un niveau d'instruction. Mais on ne pouvait pas avoir ces valeurs en dehors de l'école. On ne pouvait pas. Et
Et personne ne parlait de ça. L'Algérie, depuis 62, on nous parle de socialisme, on nous parle de Alors, il faut aussi évoquer que avant l'indépendance, l'école, malgré la laïcité en France, dans les colonies, en Algérie, l'école républicaine, entre guillemets, qui a été pratiquée en Algérie, elle n'était pas laïque. Ils ont quand même laissé, comment dire, l'école religieuse s'appliquer en Algérie. Ils l'ont pas aboli, l'école religieuse en Algérie, avant 62. Exactement. La preuve, c'est que les responsables de l'école algérienne, depuis 62, je dirais jusqu'à 79, à l'aise, ou peut-être même jusqu'à 86, 88, c'était les oulémas. مفتش العام تاع التعليم عبد الرحمن شيبان اللي كان رئيس جمعيه العلماء. Allez voir, sur tous les programmes scolaires, depuis 62 jusqu'à 88, vous trouverez sa signature, Abdelrahman Chiban. C'est l'ex-président des oulémas. Il est bien connu, Abdelrahman Chiban. Donc c'était lui, le Moufatch L'Am تاع البرامج. Donc, aucun programme ne passait sans qu'il soit signé par lui. Et donc ils avaient et plusieurs ministres de l'éducation كانوا من العلماء. وزير الثقافه والاتصال في خطوب دين à une certaine époque, c'était n'oublions pas, c'était Ibrahimi, Mohamed Ahmed Talib Ibrahimi, le fils de Cheikh Ibrahimi, et c'était un islamiste connu et reconnu. Donc c'est un islamiste, c'est Makash Kifash yani. Donc ils avaient le contrôle, les islamistes, les oulémas notamment, depuis l'indépendance, ils avaient carrément le contrôle sur l'école algérienne, et c'est pour ça qu'elle n'est jamais devenue une vraie école républicaine. C'était une école, c'est-à-dire il y avait une façade moderne ou bien moderniste, mais dans le fond, tout était religieux, dans le fond. Il faut voir les programmes qu'on nous enseignait, à nous et à ceux qui sont venus avant nous, et même ceux qui sont venus après nous. Après nous, c'était encore pire. On a commencé à enseigner la toilette des morts, etc., le primaire. Après nous, c'était pire. Attention, c'était encore pire. C'était devenu pire. حنا في وقتنا ما كانوش par exemple يقروا الحدود، ما يقروش في بعدنا ولاو دخلوا في البرنامج، دخلوا الحدود والشريعه حكايه. C'est-à-dire c'était devenu encore plus grave après nous. Donc oui, on n'a jamais opté pour une vraie école républicaine. Et donc, comment voulez-vous que la société change? Et le mot laïcité, par exemple, le mot laïcité me fait peur, monsieur Abdelkhair. Dès que vous parlez de laïcité, on vous traite d'apostat. Attendez, je vais vous dire. Attendez, allez, je vais vous dire plus grave que ça. Allez lire l'ouvrage, le livre de Mohamed Yaqoubi, dans lequel il s'appelle le fils min al-dakhil. Mohamed Yaqoubi. الفيس من الداخل مطبوعات الشروق طبعته جريدة الشروق en 2 tomes. الفيس من الداخل, vous trouverez des témoignages des leaders du fils, de l'ex-fils, Marrani, Gemmazi, Sahnouni, Hashmi Sahnouni, etc. Bon. Eh bien, dans le témoignage je crois, de Hashmi Sahnouni ou bien de Gemmazi, Hashmi Sahnouni, dans le témoignage de Hashmi Sahnouni, qu'est-ce qu'il dit? Hashmi Sahnouni, il dit que les prédicateurs intégristes dans les mosquées d'Alger durant les années 80 recevaient des autorisations de prêche le ministère des Affaires religieuses. Il a même nommé la personne qui donnait ces autorisations au sein du ministère. Les prédicateurs intégristes d'Alger étaient autorisés par le ministère des Affaires religieuses. Dans 7 ans, يخرج لك الفيس يخرجوا لك les intégristes, يخرجوا لك مشاكل. Donc c'est l'État qui laisse faire, c'est l'État qui laisse faire, qui autorise. Il y a la complicité. Il est clair, juste, je me permets juste de faire une petite pause par rapport à ça, parce que c'est un sujet
moi, j'ai pas envie de dire que c'est un sujet explosif parce que tout le monde croit que les élections, enfin, ce qui s'est passé pendant les années 90 a commencé quand ils ont annulé l'annulation du processus Du électoral processus électoral. en janvier 92. Donc, alors que l'histoire, elle a bien commencé, et vous avez très bien évoqué, hein, bien évidemment, pendant les années 70, vous avez bien Bien fait avant. de nous éclairer par rapport à cette école qu'on a obscurcie. Et maintenant, pendant les années 80, avec l'arrivée des baptistes, des arabo-baptistes, que nous on appelle aussi des arabo-baptistes, et aussi les maquis bouyalistes. Et là, vous nous annoncez, enfin, quelque chose que je ne connaissais pas, c'est que par rapport à l'exfisme, je vais lire le livre de Mohamed Yacoubi par rapport à ça. Donc là, vous nous annoncez que ce qui est arrivé qu'on soit arrivé à ce qui s'est passé pendant les années 90, la mèche a été allumée depuis au moins l'arrivée de Chadli, l'ex-président. Au moins. Moi, je dirais qu'un peu avant, hein, même un peu avant Chadli, même un peu avant Chadli, parce que, mais surtout, depuis l'arrivée de Chadli, ça s'est accéléré. Le phénomène s'est accéléré. C'est accéléré. Voilà. Et le phénomène est passé à une vitesse supérieure depuis l'arrivée de Chadli. Et c'est vrai que c'est Chadli qui a fait venir Ghazali, Qardawi en Algérie. Il leur a donné les pouvoirs. Ghazali a tous les pouvoirs sur les formations religieuses en Algérie, que ce soit à l'échelle universitaire ou à l'échelle du ministère, à l'échelle des mosquées. Une heure et demie ou 2 heures ou 3 heures par semaine à la télévision. C'est village que aucun Algérien n'avait. كاتب ياسين عمره ما عطاو له 5 دقائق في التلفزيون يهضر. كاتب ياسين. Je parle pas seulement كاتب ياسين, مولود معمري مانيش عارف. même ميموني سمعت كاش الهضره ميموني يهضر في التلفزيون ولا ما كانش. les intellectuels algériens n'avaient pas accès en général, surtout les intellectuels critiques. Bon, كاين هذوك les intellectuels تاع لا كور, هذوك تاع البلاط, هذوك ما نهضرش عليهم. الاخرين les bouffons du roi. Mais sinon, les intellectuels, les vrais intellectuels qui étaient vraiment critiques, etc., non, ils n'avaient pas accès aux médias lourds. الشيخ الغزالي كانوا عاطين له يهضر كما يحب etc. وبالسوايع. En plus, نهار كي توفى كاتب ياسين قال لك il ne mérite pas d'être enterré en Algérie هذا السيد. وقالها وتصحيح. Alors que lui, il est étranger, lui, il n'est même pas algérien. Bon, bref. Donc voilà. Donc, quand on parle maintenant, pour revenir à la laïcité, elle est très mal expliquée. Et nous avons un problème de pédagogie et d'explication. La laïcité, elle n'est pas bien expliquée. Nous avons malheureusement, un intellectuel de gauche algérien, c'est un ami à moi. Vous avez fait durant les années 60 et 70, vous avez fait une erreur très grave. Allez, laquelle? Vous avez laissé le terrain religieux aux seuls intégristes. Merci beaucoup. Pourquoi vous n'avez pas formé des religieux comme ils l'ont fait? La gauche, pourquoi la gauche n'a pas formé des religieux comme les intégristes l'ont fait? Ils ont formé des armées de religieux, des contingents, c'est-à-dire des centaines de religieux, des milliers, si j'ose dire. Vous êtes restés comme ça, spectateurs, et vous leur jetez les pierres. Et ça, formez vous-même, formez vos religieux. Formez des islamologues de gauche, des imams de gauche, formez-les, ما تخلوهمش le terrain غير لهم. Donc, la société est musulmane, traditionnellement parlant. La société à majorité musulmane. Donc, effectivement, politiquement parlant, c'est comme si vous faites une campagne électorale contre nature. Ça veut dire contre la tendance de la société. Donc, forcément, il n'y aura aucune arrivée au pouvoir d'un démocrate s'il n'a pas le discours religieux tel que vous le faites vous-même, monsieur Jabal Khair. Voilà, donc il fallait
Il ne fallait pas. Et c'est pour ça que les intégristes, les islamistes, ils ont toujours gardé le monopole de la pédagogie et de l'explication quand il s'agit de religion. Et c'est pour ça que nos sociétés, au jour d'aujourd'hui, quand ils entendent parler de laïcité, ils comprennent ce que les intégristes leur expliquent et ce que les islamistes leur expliquent. Parce que ce sont eux qui ont parlé le plus de ça et qui ont fait le plus de pédagogie sur ce thème, sur ce sujet. Mais en réalité, la laïcité n'a rien à voir avec la religion. La laïcité, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une philosophie, c'est un système juridique. C'est un système juridique qui organise la vie politique et qui permet à des idées différentes et des fois contradictoires de vivre ensemble et de cohabiter dans un même espace géographique et de cohabiter, librement et dans la paix. Avec des personnes différentes. Avec des personnes différentes. C'est ça la laïcité, c'est tout. Et c'est la raison pour laquelle on peut très bien être laïque et musulman, laïque et croyant. Ça n'a rien à voir. Quand on est laïque, on n'est pas athée, on n'est pas forcément non religieux. On peut bien être le pape lui-même et être laïque. On peut bien être Cheikh Al-Azhar et être laïque. Alors, j'aimerais m'attarder sur ce que vous venez de me dire, parce que ce discours que vous tenez là, il est tenu pas en général par des démocrates laïcs, etc. Mais jamais, nous n'avons pas la chance d'avoir, vous, islamologues, vous n'avez pas la chance d'avoir accès au quatrième pouvoir, les médias. Donc, vous n'avez pas la chance d'avoir, comme l'autre, Al-Razali, qui avait 2 heures par jour, ou bien tous les vendredis, mais bref, il avait quand même accès à un audimat pendant des heures de pointe, comme on dit, pour qu'il soit écouté. À la limite, pourquoi pas, hein, donc ils occupent un terrain. Moi, je ne suis pas, personnellement, je n'opte pas pour l'exclusion, mais plutôt à l'équilibre. Qu'il y ait des personnes qui ont une certaine vision de la société, soit, mais il ne faut pas interdire la parole à ceux qui ont une autre vision de la société. Qu'il y ait un lobby pour X, un lobby économique, religieux, politique pour X raisons, soit, mais il ne faut pas qu'il soit dominant. Et il faut qu'il y ait un autre lobby, par exemple, qui équilibre. L'équilibre de la société est quelque chose de primordial. Donc, le but, c'est ne pas d'exclure, mais d'inclure. Mais le but, c'est de ne pas d'exclure des citoyens algériens intellectuels de surcroît et qui ont une opinion qui ne plaît pas à tout le monde et qu'on supprime du paysage audiovisuel. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus sur ce que vous venez de me dire, parce que vous venez de me dire qu'on n'est pas obligé, on peut être musulman et laïque. On peut être musulman. Oui. Ce mot-là, cette phrase-là, c'est une phrase qui nécessite plus d'explications. Rien que dans votre page, vous avez bien vu que la personne qui a édité votre page a écrit et vous a décrit comme une distinction. Alors, voilà, ils sont très très forts en pédagogie, M. Jabal Kharis, très 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 forts. Dans la partie distinction, ils vous ont collé l'étiquette Elmani Kafir. Un laïc, ça me fait pas rire en fait, sincèrement. C'est un mensonge. Je n'aime pas le mensonge. Je déteste le mensonge et je fuis le mensonge. Et j'ai peur du mensonge. Parce qu'on ne peut rien contre le mensonge quelque part. Quand quelqu'un vous ment et s'enfuit, on peut très peu de choses, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Donc, je vais finir juste par rapport à ça. Le mot Elmani Kafir, comment, à part investir le paysage médiatique qu'on n'a pas actuellement, à part les réseaux sociaux, et heureusement, vous êtes les bienvenus à Harlem Magazine en tout cas, mais comment faire pour vous? Quelle serait la méthode pour que la société comprenne
enfin le vrai sens de la laïcité dans un contexte de révolution actuelle, M. Jebel Khair? Bon, tout d'abord, c'est celui qui me traite et celui qui traite les laïcs de kuffar. اللي يقول لك العلماني كافر يا خويا يجي ناقش. Je défie quiconque qui peut me prouver par la religion que les laïcs sont des kuffars, forcément. C'est-à-dire, tout musulman qui se déclare laïque est automatiquement apostat, ou bien hérétique, ou bien kafir. Je défie quiconque qui peut me prouver cela par les textes religieux. Je défie. Même Cheikh Al-Azhar, يجي يناقشني في هذه النقطة. Cheikh Al-Azhar lui-même نتحداه يناقشني في التلفزيون في الديريكت في هذه النقطة هذه. هذه ما كش منها، هذه كذبة. Le musulman, il a le droit d'être laïque. Il peut être laïque. Et le fait d'être laïque, ça n'a rien à voir avec la religion. On peut être laïque et croyant. Laïque, un bon musulman, un musulman correct, est laïque. Et être on peut être laïque, il n'y a aucun problème. Laïque on peut être aussi laïque et non croyant. Mérite sa citoyenneté. En fait, voilà, il mérite sa citoyenneté. Donc, par rapport à ses croyances religieuses, donc on est en train d'expliquer la séparation du rôle du religieux et de l'État, de la religion et de l'État, et de mettre la citoyenneté au centre de toutes les préoccupations. Donc, je vous laisse continuer, monsieur Jebel Khair. Voilà. Donc maintenant, le problème pour les islamistes, c'est que le problème pour eux, c'est que quand on est laïque, on ne reconnaît pas l'État religieux. On ne reconnaît pas كي تكون laïque ما تعترفش بالدولة الإسلامية الدولة الدينية. Et c'est ça leur problème. Donc, eux, ils traitent les laïcs de kuffar parce que, tout simplement, les laïcs ne reconnaissent pas l'État religieux et qui est le vrai fonds de commerce de l'islamisme. Le vrai fonds de commerce de l'islamisme, c'est l'État religieux. Si cet État religieux n'existe plus et n'a plus aucun fondement, donc leur registre commerce, il n'est plus valide, il n'a plus aucune valeur. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fermer boutique. Et ça ne les arrange pas. Et il faut dire aussi que les gens qui ont excommunié les laïcs, ce sont les intégristes et les islamistes. Et plus particulièrement les frères musulmans, et dans leur idéologie, dans leur discours, que ce soit à travers les prêches ou bien les livres qu'ils écrivent. Donc, et là, quand on revient un petit peu en arrière, on remarque que l'association des oulémas du vivant de Ben Badis, elle revendiquait la laïcité en Algérie. Tout le monde le sait. Et c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Les oulémas, ils ont même présenté un projet qui existe dans les archives aujourd'hui, dans les archives françaises. Les oulémas ont proposé un projet à l'Assemblée algérienne du temps de la colonisation pour dire qu'il faut renforcer la laïcité de l'État en Algérie. Est-ce que ce n'est pas contextuel Si, c'est contextuel. Justement, c'est contextuel. C'est pour dire, pourquoi? Et pourquoi ils l'ont fait? Pourquoi? Parce que le pouvoir, il était colonial. Parce que le pouvoir était colonial. Mais à partir du moment où ils se sont sentis majoritaires après 62, ils ont reculé par rapport à ça. Ils ont commencé à revendiquer l'État islamique et ils ont commencé à revendiquer l'application de la charia, etc. À commencer par l'Hashmi Tijani, qui était mon professeur, Qarrani, docteur Hashmi Tijani, اللي كان رئيس جمعية القيم, l'association des القيم, interdite après par Ben Bella. جمعية القيم, les années 60, دارت تجمع في Alger, elle a revendiqué l'application de Sharia. Et ça, c'est sourcé, hein, j'ai les sources. Donc mais ce n'était pas le discours des oulémas au temps de la colonisation française. Le discours des oulémas était laïque et il était pour la laïcité.
Vous allez dans les journaux des oulémas, par exemple, le journal As-Sirat, par exemple. Moi, j'ai les archives. Bon, je ne les ai pas ramenées, mais je peux les ramener un autre jour. Je pourrais vous les montrer. Dans le journal Sirat des oulémas, c'est-à-dire Cheikh Ben Badis lui-même écrivait un article qui il conseillait aux Algériens vivement de mettre leurs enfants dans des écoles laïques. Dans des écoles laïques. يسميها المدارس الفرنسية العلمانية. حطوا أولادكم في المدارس الفرنسية. C'est-à-dire pour dire que ces écoles-là sont... Pourquoi? Parce que pour lui, les écoles laïques, c'est vrai d'ailleurs, pour lui, en tout cas, c'est son avis, c'est du moins son avis, pour lui, les écoles laïques sont plus neutres en matière de religion. Les écoles républicaines et laïques sont beaucoup plus neutres en matière de religion. Donc, qu'est-ce qu'il leur dit aux Algériens, aux indigènes de l'époque, entre guillemets? Les indigènes, vous risquez beaucoup moins que vos enfants deviennent chrétiens en les mettant dans des écoles laïques. Donc, c'est Cheikh Ben Badis. C'est vraiment le c'est vraiment le voilà. Et c'est toujours la même chose qui se répète. En Inde, quand le parti hindouiste qui est majoritaire, qui a pris le pouvoir, qui a pris le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait les oulémas musulmans de l'Inde? Ils lui ont adressé une lettre pour lui demander vivement de renforcer la laïcité de l'État indien. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur des représailles, les hindouistes contre les musulmans. Ils avaient peur de la violence des hindouistes, des ultras, parce qu'ils ont aussi leurs ultras, il ne faut pas croire. En Inde, il y a aussi des ultra-hindouistes, comme partout, des ultra-nationalistes. Et donc, ils avaient peur. جمعية العلماء تاع المسلمين تاع الهند رابطة اسمها رابطة علماء الهند المسلمين الهند تاع الهند وجهوا رسالة للرئيس الهندي اللي هو c'est un hindouiste قالوا له on vous prie de bien vouloir au nom de l'islam, on vous prie de bien vouloir renforcer la laïcité de l'État indien. Pourquoi? Pour éviter les violences contre les musulmans de la part des ultra-hindouistes. Donc, قالوا له يجب ننصحك بتدعيم علمانية الدولة. Mais les mêmes oulémas, quand ils partent en France, quand ils sont en Algérie, quand ils sont en Égypte, يقولوا العلمانية كفر. Pourquoi? Parce qu'ils ont une majorité conservatrice qui est en gros favorable à leur thèse. Et donc, on a laissé, comme je viens de dire, on a laissé le terrain vierge. C'est-à-dire, on a laissé le terrain pour les intéristes, pour qu'ils soient les seuls explicateurs et les seuls pédagogues quand il s'agit d'expliquer la laïcité. Alors que la laïcité, est-ce qu'on les a laissés s'exprimer, on va dire ceux qui veulent. Là, on est en train de s'exprimer librement parce qu'on est une antenne libre, etc. et on va dire indépendante. Est-ce qu'à l'époque, déjà, il n'y avait pas autant de médias? Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont quand même été empêchés d'accéder à la sphère publique pour justement asseoir leur pouvoir? On ne peut pas asseoir un pouvoir tout en inculquant la culture et le savoir au peuple. Ça, vous le savez, il faut appauvrir le peuple, il faut leur enlever le savoir pour justement asseoir un pouvoir dictateur. Un pouvoir de dictature. Donc ma question, c'est donc là vous avez prouvé par A plus B par rapport à ce que vous avez par rapport à ce qui s'est passé en Inde. Donc la laïcité est une solution pour éviter l'effusion du sang, qu'il y ait une guerre civile. J'ai déjà dit que les systèmes politiques des pays musulmans après la colonisation, c'est-à-dire les systèmes post-coloniaux, n'ont jamais opté pour, ils sont toujours restés mi-figue, mi-raisin. Ils ont toujours tenu le bâton par le milieu. Ils n'ont jamais opté pour une vraie laïcité ou bien une vraie modernité. Ils n'ont jamais opté pour une vraie république. Pourquoi? C'est parce que c'est pour garder les populations sous contrôle.
c'est pour contrôler. Et il n'y a aucune carte qui permet au système, au pluriel avec S, au système politique de contrôler les populations. Il n'y a aucune carte autre que la carte religieuse. C'est la seule carte qui permet le contrôle, de maintenir les peuples sous contrôle, c'est la carte religieuse. Et c'est pour ça que tous les systèmes, comme je viens de dire, de Rabat, de Tanger jusqu'au Yémen, tous les systèmes politiques post-coloniaux arabo-musulmans ont opté pour garder la religion sous le contrôle de l'État. C'est bien pour garder les populations sous contrôle. Donc, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas, parce que s'ils optent pour une vraie république, une vraie modernité, c'est qu'ils vont se couper l'herbe sous les pieds. Ils vont se suicider. C'est pas normal. Ils ne peuvent pas faire ça. Voilà. Je pense que sans le vouloir, vous allez me dire peut-être le contraire. Attendez, si vous permettez, parce que une vraie république, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord une vraie école républicaine. Et une vraie école républicaine, c'est quoi? C'est une école qui enseigne d'abord la pensée critique. Elle n'enseigne pas ce que doivent penser les élèves, Elle leur enseigne comment ils doivent penser et comment ils peuvent critiquer une idée. Et ça, ce n'est pas dans l'intérêt des États, quand même, des systèmes. Ce n'est pas dans l'intérêt des systèmes que l'école cesse de produire des croyants et qu'elle commence à produire des citoyens. Ce n'est pas dans l'intérêt du système, c'est bien clair. Et c'est pour ça que les systèmes n'ont jamais opté pour ils ont toujours tenu le bâton par le milieu et ils ont toujours gardé la carte religieuse et sous contrôle pour justement garder les populations sous contrôle. Alors, je pense que là, vous venez de définir clairement ce que nous appelons l'alliance objective avec les islamistes. Ça veut dire que c'est quoi une alliance objective? Exactement. C'est pas une alliance explicite, c'est pas une alliance écrite, quoique l'exemple que vous avez évoqué tout à l'heure, les prêches des ex-fils qui se font autoriser par les autorités. Donc voilà, donc c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Là, vous avez défini clairement et parfaitement la définition de l'alliance objective que beaucoup ne comprennent pas. C'est quoi une alliance objective avec les islamistes? Le pouvoir a toujours eu un allié objectif. Ça veut dire comme vous avez très bien expliqué, l'utilisation de la religion pour asseoir un lobby militaire. Pour maintenir le contrôle. Pour maintenir le contrôle. Est-ce qu'on peut… je ne vais pas dire s'attarder parce que je n'aimerais pas, même si ce n'est pas l'envie qui me manque, mais je n'aimerais pas qu'on reste trop longtemps sur un sujet pour que ce soit le plus pédagogique possible. L'alliance objective avec les islamistes, que vous pouvez nous en dire encore un petit peu plus, M. Diabakhtar? Oui, de toute façon, on l'a vu juste après l'indépendance. Parce qu'après l'indépendance, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait comme tendance en Algérie? Juste après, à l'aube de l'indépendance, bon, il y avait le FLN, c'est-à-dire le Nizam, qui كانوا يسموه تاع الجبل, le FLN, المجاهدين اللي نزلوا, bien sûr, toutes fonctions confondues, l'ALN, l'OCFLN, les responsables politiques qui étaient à l'étranger, qui sont rentrés après le 19 mars, etc. Donc, tout le monde, c'est tout le monde. Donc, il y avait le FLN, il y avait les partis qui étaient dissous, mais qui sont revenus juste après l'indépendance, tel que le Parti communiste, qui est devenu le PAX après, et tel que par exemple, le parti de Farhat Abbas, par exemple, l'UDMA, ou bien le FFS, qui a été créé en 63 et dont on connaît l'histoire, par Aït Ahmed. Et nous avions, d'un côté, bon, il y a aussi d'autres groupuscules, d'autres petits partis. Si je me rappelle bien des noms, hein, vous me corrigez si je me trompe. L'OCR, c'est-à-dire quelques 2 ou 3 partis d'extrême gauche qui existaient aussi. Et le parti qui a été aussi créé par Boudiaf, le parti républicain. Il y a un parti qui a été créé par Boudiaf à l'aube de l'indépendance.
Oui, et nous avions aussi les oulémas, l'association des oulémas qui est revenue après l'indépendance et qui a été par la suite interdite. Donc, c'est 3 ou 4 tendances qui existaient en Algérie à l'aube de l'indépendance. Maintenant, ce qui est très remarquable et très significatif chez les islamistes, les oulémas notamment, c'est qu'après l'indépendance, ils sont partagés. Donc, on a eu pratiquement, dans le camp des oulémas, on a eu 2 tendances, en gros. La première, c'est la tendance qui a opté pour l'entrisme, c'est-à-dire دخلت مع النظام. وشكون هما نقدر نسمي لك عبد الرحمن الجلالي, Cheikh Keto, Cheikh Ahmed Hammani, il y avait encore les plus jeunes qui m'ont dit Dr Gessoum, Abdelwahab Hamouda, Mohamed El Hadi El Hassani, Chadli El Mekki, et j'en passe, Cheikh Ali Chentir, Cheikh Zoubir Tawahran, et j'en passe. يعني كاينين بزاف. هادوما c'est des oulémistes qui ont opté pour l'entrisme. قرروا يدخلوا مع السلطه. Alors هادوما c'est eux اللي عطاو لهم وزاره الشؤون الدينيه. Ils ont reçu le portefeuille des affaires religieuses, on leur a donné le portefeuille de l'éducation, on leur a donné même le portefeuille de la culture et de la communication. N'oublions pas que ce sont ça, là aussi c'est très, très important, ce sont les oulémas qui contrôlaient le domaine de l'édition, la SNED en Algérie, jusqu'à la mort de Boumediene, حتى 79. Il contrôlait tout ce qui était édité en Algérie. Quand le directeur de la publication de la SNED, c'était Mohamed El Hadi El Hassani, c'était lui qui décidait ce qui devait qui avait le droit ou n'avait pas le droit d'être publié, la SNED, alors que la SNED était la seule entreprise de publication en Algérie. Il n'y avait aucun éditeur à part la SNED. Bien sûr. Monopole. Voilà. Et donc, ils avaient le monopole de l'édition. Donc, l'État a gardé le monopole de l'édition. Alors, donc, هذو دخلوا في السيستم. الآخرين, ils ont choisi l'opposition. C'était un partage de rôle, hein, ni moins ni plus. C'était un partage de rôle. C'était bien concerté, c'était bien réfléchi. Donc, الآخرين, شكون هما؟ C'est 5. Il s'agit de 4 ou 5 personnes qui ont choisi l'opposition. Donc, Cheikh Bachir Ibrahimi, qui est décédé un peu avant 65, ou peut-être même durant l'année 65. Cheikh Abdel Latif Sultani, qui était le maître de Ali Ben Hadj. Cheikh Ahmed Sahnoun, Cheikh Omar Al-Arabawi, Cheikh Ahmed Sahnoun اللي كان في شوفالي, كان عنده جامعة في شوفالي. Cheikh عمر العرباوي اللي كان عند جامعة في الحراش, et moi-même حضرت له مرة واحدة الدرس في الحراش, حضرت له. Et puis Cheikh Msbah El-Houidak, qui était aussi à Alger. Il a été mis en résidence surveillée par Ben Bella, je crois à Aflou, si je n'ai pas de mémoire. Donc, Hadouma, c'est ceux qui ont choisi l'opposition au système. Et ce sont ceux-là, et notamment Abdel Latif Sultani et Ahmed Sahnoun, qui étaient les pères, les mentors et les pères spirituels de tout mouvement islamiste qui sont apparus après, que ce soit les frères musulmans, ou bien ce qu'on appelle les Jaz'ara, Mohamed Saïd, ou bien les salafistes d'Ibn Hajj, salafisme politique d'Ibn Hajj, ou bien le salafisme, si on veut, quiétiste, si on veut, نتاع السلفيه العلميه نتاع فركوس الى اخره, ou bien même les carrément les djihadistes تاع بويا علي, et puis le fils qui est, ou bien les ikhwan تاع Jabla, parce que Jabla c'est un frère musulman, sauf qu'il n'était pas
il n'était pas sous les ordres de la centrale des frères musulmans du Caire. D'accord. Il n'était pas sous les ordres de Al-Murshid al-Am al-Qahira, mais c'était un frère musulman. C'était un frère musulman. De par sa pensée, c'était des frères musulmans. C'était des frères musulmans. Donc Hadouma, il y avait des échanges, c'est-à-dire il y avait une distribution de rôles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner quand vous entendez, par exemple, que ce sont les fonctionnaires des affaires religieuses qui donnaient des autorisations aux prédicateurs islamistes pour faire leur prêche dans les mosquées d'Alger, par exemple. Pourquoi il ne faut pas s'étonner? C'est parce que Haddock aussi, ils étaient des islamistes. Sauf qu'ils jouaient le rôle à l'intérieur du sérail, à l'intérieur du pouvoir, à l'intérieur du palais. Voilà. L'autre, ils étaient à l'extérieur. Donc, c'était un partage de rôle, une distribution de rôle, ni moins ni plus. Et donc, on ne s'étonne pas. Ils ont opté très très tôt pour l'entrée. Il est venu en force à partir de 92-93 quand Hamas a été Hamas a été fondé par Nahnah et après دخلوا en force. دخلوا Hamas, Nahda et l'autre. Après c'était le déluge. Après c'était un déluge. دخلوا en force. Si bien que aujourd'hui, quand vous voyez, il contrôle presque tous les médias, à part les médias, c'est-à-dire publics, étatiques. Le reste, il est pratiquement contrôlé par les islamistes. Et c'est pour ça qu'il ne laisse pas, il ne laisse pas les autres opinions s'exprimer, c'est-à-dire les opinions non islamistes s'exprimer sur ces médias. انا مره قلت له مثلا مره تلاقيت مع عمر بالهوشت لو ديريكتور تاع الوطن تلاقينا في واحد السواغي هكذا قلت له سي عمر قلت له qu'est-ce que vous attendez pour faire sortir une édition arabophone تاع الوطن قلت له les médias arabophones قلت له les journaux arabophones sont tous presque tous contrôlés par les islamistes. Voilà, ben هذا الشيء. قلت له قال لي وي سي بون ايدي قال لي بصح سي فيها كلام قال لي الدراهم وفينانسمون كذا مني قلت له il faut trouver des solutions قلت له باسكو هكذايا قلت له le lectorat francophone على في الجزائر avec l'école qu'on a il n'est pas en train de grandir ce lectorat et de diminuer de plus en plus. Donc il vous faut une édition arabophone. Et voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que les islamistes se sont partagés les rôles. Ils se sont partagés les rôles. La moitié, la plupart, enfin, certains sont restés dans l'opposition et tous les autres ont rejoint le système, ont rejoint les fonctions officielles du système. Est-ce que vous pensez que c'est pour équilibrer et comme ça, c'est de cette façon qu'ils ont pu faire. Oui, voilà. En fait, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que justement le pouvoir n'a fait que répondre au lobby du Moyen-Orient? Ça veut dire que la société algérienne est dictée plus ou moins par le lobby du Moyen-Orient en maintenant une partie des islamistes, ce partage de rôle entre ce partage de rôle des islamistes à mi-chemin entre le pouvoir et la rue. Oui, on peut dire indirectement, notre société, elle est indirectement, pas directement, mais elle est indirectement liée, elle est dictée par le Moyen-Orient parce que les idées qui sont aujourd'hui majoritaires dans notre société, ce sont des idées qui nous proviennent du Moyen-Orient, qu'on le veuille ou pas, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et d'ailleurs aussi. Donc c'est des idées qui sont qui sont dictées par le Moyen-Orient. Même le mouvement des oulémas, ce qu'on appelle le réformisme, qui n'était pas réformisme, qui n'était pas un vrai réformisme. D'ailleurs, le réformisme des oulémas
pour moi, ce n'est pas. On pourrait peut-être en parler une autre fois. Mais Ben Badis, par exemple, il dit pour moi, il n'a rien de réformiste. J'ai dit les textes, à part sur quelques. Il faut instruire la femme, mais pour lui, les voilà. Donc, il n'était pas vraiment, ce n'était pas vraiment un réformiste. Ce n'était pas vraiment des réformistes, les oulémas. Bon, donc oui, c'est les idées qui sont malheureusement aujourd'hui majoritaires au sein de notre société. Ce sont des idées qui sont dictées et qui nous viennent du Moyen-Orient. Voilà, c'est comme ça, c'est la réalité. Ok, Et puis maintenant, pardon, et puis maintenant, il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas que le Moyen-Orient. Vous avez aussi même le Golfe. Vous avez vous avez l'argent du Qatar et l'influence du Qatar. Vous avez la grande influence aussi de la Turquie. Et ça, je pense que ce n'est plus un secret, ce n'est un secret pour personne aujourd'hui. L'influence turque et l'influence qatari sur les discours islamistes et les projets islamistes dans notre région et même ailleurs. Ailleurs. Donc, cette influence-là n'est plus exclue et ce n'est plus un secret, ça veut dire aujourd'hui. Ce n'est plus un secret, comment dire, il est très important d'évoquer qu'il y a des programmes des programmes politiques qui se font concevoir à l'extérieur de l'Algérie pour l'Algérie. Donc c'est ce qui est le plus dangereux. Oui. Voilà. J'aimerais qu'on finisse. Là où nous avons évoqué la laïcité, j'aimerais qu'on évoque le problème le problème justement du manque de démocratie en Algérie. Nous avons là, du coup, c'est une question très politique, mais j'aimerais avoir votre avis sur ça. Nous avons de démocratie que de non, ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternance au pouvoir, hein, où il n'y a pas d'ouverture médiatique, il n'y a pas de liberté d'opinion, et il n'y a pas de représentativité du peuple au sein du Parlement. Hein. Donc, les institutions existent, l'État existe, mais vous avez bien vu, n'ayons pas peur de le dire, il y a une caste et on se bat. Il y a une caste au-dessus de l'État qui se sert des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires. Et donc ils sont au-dessus de l'État. Donc ils sont plus forts que l'État. Alors, nous avons bien vu un jour où ils ont fermé le Parlement, ils ont mis des chaînes, ils ont fermé le Parlement. C'est le Parlement qui, normalement, est censé représenter le peuple. Nous n'avons pas de représentativité, on n'est pas représenté, etc. Donc, on n'est pas représenté au Parlement. Et la séparation du pouvoir judiciaire par rapport à l'exécutif, etc. Donc, nous sommes très loin d'avoir un État comme décrit par Montesquieu. Donc, on est très loin d'avoir un État de droit. La révolution en cours l'a prouvé à maintes reprises. Quelle est votre vision peut-être que vous avez fait des recherches sur la démocratie dans les pays musulmans. Mais quelle est votre là, si on parle d'Algérie, quelle est votre vision de la démocratie et comment vous voyez la démocratie en Algérie actuellement et quel est ce que en tant qu'islamologue peut-être des références peut-être des références plus au livre sacré. Ça, c'est un message pour ceux qui disent que la religion doit primer sur la citoyenneté, doit primer sur l'État. Donc, ça veut dire mettre en place la charia au-dessus de tout. Donc, quelle est votre vision de la démocratie en tant qu'islamologue par rapport à ce qui se passe en Algérie, M. Djebbel? Bon, par rapport à la démocratie, c'est aussi un concept qui est très mal expliqué, très mal compris en Algérie, peut-être ailleurs aussi. Pourquoi? Parce que
Pour une raison très simple, c'est que la démocratie, elle ne peut pas aller, elle ne va pas sans la laïcité, c'est-à-dire sans que l'État soit séculier, c'est-à-dire sans qu'il y ait une séparation claire et nette entre le religieux et le politique. On ne peut pas parler de démocratie sans qu'il y ait une séparation claire et nette entre le religieux et le politique. On ne peut pas. Donc, pourquoi? Parce que déjà, on ne peut pas en démocratie faire l'amalgame entre le religieux et le politique. Et si on part du principe de la primauté de la religion sur la citoyenneté, et donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire avec les citoyens qui ne sont pas musulmans? Et les citoyens qui ne sont pas croyants, comment on va les faire avec eux? Est-ce qu'on va les exclure? Est-ce qu'on va les mettre en prison? Est-ce qu'on va les envoyer au Sahara? On va les mettre dans des camps de concentration avec ces gens-là? Ils sont juifs, les gens qui sont juifs, les citoyens chrétiens, les citoyens non croyants. Comment on va faire avec ces gens? On ne peut pas dans la démocratie, c'est la... Attention, il y a des gens qui disent que ce n'est pas le moment de discuter de ce genre de choses. Oh, écoutez, ça n'a jamais été le moment. De toute façon, à travers toute l'histoire de l'humanité, il n'a jamais été le moment de dire une idée critique. Toujours, quand on donne un avis critique, c'est toujours pas le moment de le dire. Donc, Socrate, quand il a parlé, c'était pas le moment pour les citoyens enfin le peuple d'Athènes, c'était pas le moment, le bon moment qu'il avait choisi pour parler, Socrate. Et donc, c'est toujours le cas. Donc, il a été jugé par rapport à... أنا اللي يقول لي شوف أنا اللي يقول لي c'est pas le moment. يقول لي quel est le bon moment? يعطيني une date. يعطيني la date. À ce moment-là, يقول لي le bon moment, c'est le 12 janvier 2040. خلاص أنا j'attendrai le 12 janvier 2040 pour parler. Mais il faut qu'il me donne une date précise. Il n'y a jamais de date. Vous savez très bien qu'il n'y a jamais de date. Il n'y a pas de date. Exactement. Et quand ce sera le moment, ce sera trop tard, justement, monsieur. Je rappelle à nos amis, c'est pas le moment. Je leur rappelle qu'en novembre 54, la majorité des Algériens, FLN, c'est pas le moment. C'est pas le moment de lancer la révolution. Et vous êtes en train de... Ils des aventuriers, Moramerin, les gens les 22, 54. Des aventuriers, vous allez nous... Les oulémas, le 2 janvier, le 2 novembre, les oulémas كتبوا في البصائر المغامرين وكتبوا كيفاش كتبوا هاي معروفه سي كونو هذيك لا اون تاعهم تاع البصائر كتبوا الاحداث المزعجه احداث لي زيفينمون troublants مش عارف كيفاش dérangeant فوالا لي زيفينمون dérangeant كتبوا سموها الثوره سموها الاحداث المزعجه تاع اول نوفمبر. Ce n'est jamais le moment. La révolution تاع 54 قالوا c'est pas le moment. À chaque fois, c'est comme ça, c'est pas le moment. C'est-à-dire quand on donne un avis critique et quand on essaie de faire bouger les choses et quand on essaie de révolutionner les choses, quand on essaie de changer les choses, ce n'est toujours pas le moment et c'est toujours des idées qui dérangent, des paroles qui dérangent. Donc moi, je dis, pour moi, le moment de donner une idée, c'est le moment où l'idée me vient en tête. C'est tout. Quand l'idée me vient dans la tête, c'est le bon moment de la donner. Bien sûr, après, il faut savoir c'est-à-dire la façon de dire aussi. Hein. Il y a beaucoup de façons de dire. Il faut choisir la meilleure. Mais seulement dire que ce n'est pas le bon moment de lancer une idée, je pense que ce n'est pas juste. Pour moi, ce n'est pas correct. C'est injuste. C'est injuste et très fourbe et cache des mensonges que malheureusement, j'espère que nous n'allons pas découvrir, que nous ne découvrirons jamais. Donc, en fait, la révolution en cours a prouvé, pour finir avec ça, et je vous laisserai le dernier mot, M. Diablekher. Donc, pour finir avec ça, le peuple algérien a prouvé
qu'il est civilisé. Il a dit plusieurs fois Sha'b Mathaddar, ça veut dire le peuple est civilisé, et le peuple civilisé peut débattre, peut discuter de tous les sujets, même les plus, on va dire, progressistes dans le monde occidental. Donc, nous pouvons discuter. Dire que ce n'est pas le moment, c'est de croire que c'est d'accuser le peuple qu'il ne sait pas débattre, il ne sait pas parler dans la Silmiya, alors que le cœur de la révolution actuelle, elle est pacifique et Silmiya. Monsieur Jabal Khair, est-ce que vous pouvez nous donner un dernier mot, nous faire un dernier mot, et juste après ça, je ne sais pas ce que vous avez eu le temps de préparer une liste de livres à lire, parce que j'ai remarqué pendant tous les entretiens qu'on a eu ensemble, c'est vous pointez du doigt, vous dites lisez, cherchez, observez et dites-le. Enfin, vous vous poussez, enfin, dans plusieurs interviews aussi, j'ai remarqué, vous êtes accusateur en face, envers le peuple en demandant à tous les citoyens de lire. En fait, il suffit juste de lire pour comprendre. C'est incroyable, mais la révolution passe aussi par la lecture. Pourquoi pas l'écriture, qui est un exercice un peu plus difficile, mais au moins par la lecture. Donc, j'aimerais vous donner le dernier mot, et après, juste après ça, nous enchaînons sur une liste de livres que nous avions préparés ensemble. Monsieur Jabal Khair. D'accord. En fait, moi, je voulais insister sur le fait que la démocratie ne peut pas aller sans séparation du politique et du religieux. Elle ne peut pas aller sans respect des libertés individuelles. Elle ne peut pas aller sans égalité des droits, sans distinction de sexe, ni de région, ni de langue, ni d'autre chose. Elle ne peut pas aller sans une séparation claire et nette des pouvoirs. Elle ne peut pas aller sans le respect du droit à la différence et le respect de la différence et l'acceptation de la différence. Elle ne peut pas aller sans les valeurs de la citoyenneté. La démocratie ne peut pas aller sans une école républicaine qui produit des citoyens, pas des croyants. Elle ne peut pas aller sans elle ne peut pas aller sans une réforme radicale du discours religieux, qu'il soit officiel ou populaire ou non officiel. Et elle ne peut pas aller aussi sans une réforme radicale du discours médiatique. Parce qu'aujourd'hui, on assiste malheureusement à un discours médiatique discriminatoire et des fois même à la limite, du racisme. Je le dis, c'est-à-dire, je le déplore, je le regrette, voilà. Je regrette d'être obligé de le dire, voilà. Je regrette d'être obligé de le dire, mais je dois le dire. Et donc, voilà, donc ça, c'est ce que je voulais dire à la fin. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la laïcité, elle nous évite, en fait, elle nous évite deux choses. Elle évite déjà à l'État, elle évite à l'État de monopoliser la religion, et elle évite au peuple et aux citoyens d'utiliser la religion à des fins politiques. Donc, elle évite à l'État et aux citoyens d'utiliser la religion et le discours religieux à des fins politiques. Pourquoi? Parce que la religion, elle n'est la propriété de personne. C'est la religion de tous les citoyens, et libre à chacun d'être ou de ne pas être croyant, et libre à chacun d'être ou de ne pas être pratiquant. Ce qui nous réunit et ce qui nous rassemble sur cette géographie qui est l'Algérie, c'est que nous sommes tous des citoyens. Et ce n'est pas le fait d'être croyant ou non croyant, musulman ou chrétien ou juif. Non, ce n'est pas ça ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, c'est d'être ensemble dans une seule géographie en tant que citoyens, sans plus. Et c'est les droits et les devoirs de la citoyenneté qui nous unissent.
Et c'est cela ce qui s'appelle un État démocratique républicain dans le cadre d'une laïcité, qui n'est rien d'autre qu'un système juridique qui gère le politique au sein d'une société pour arriver à un vivre ensemble en paix et pour éviter la violence, pour éviter la violence sociale. C'est tout ce que, voilà, ce que je voulais. Donc là, le mot laïcité, il est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est vrai que ce mot, il fait malheureusement peur, mais il faut le prendre comme élément qui comporte, comme je viens de le dire, une double libéralisation. Donc, il libère l'État de tout dogmatisme et il libère aussi la religion de toute tutelle, de toute manipulation, de toute instrumentalisation. Voilà ce que je voulais dire et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Jabal Khair, pour tous ces entretiens. Nous terminons cette série d'entretiens autour de la religion, mais pas que. Nous avons parlé de laïcité, de démocratie et aussi de l'histoire. Et nous avons tenté d'éclairer le mieux possible en si peu de temps, nous avons la prétention d'éclairer ne serait-ce un chouïa sur les vérités qui ont été occultées pendant tellement d'années. Je voudrais vous remercier encore et j'espère que le message du point de vue pédagogique par rapport à la révolution en cours est passé, dans le sens où la révolution, elle peut se faire sur le terrain, effectivement, elle peut se faire par les slogans, effectivement, elle peut se faire par les réseaux sociaux d'une manière ou d'une autre, elle peut se faire d'une façon court-termiste, mais la révolution, elle doit se faire aussi par la pensée, par l'écriture, par la lecture et par l'échange, et pour même déranger, ce n'est pas grave, du moment que nous nous écoutons entre nous en tant que citoyens. Merci énormément, M. Jabal Khair, pour votre temps, et nous souhaitons que l'écho de tout ce qui a été fait pendant tous ces entretiens-là, j'espère que l'écho aura eu effet sur la société. Et c'est ça la révolution. Et merci encore. Merci à vous, je vous remercie. Voilà, et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour échanger sur d'autres thèmes. Et voilà, et je vous dis bon courage pour le travail remarquable que vous faites sur les réseaux. Merci beaucoup et à très bientôt, M. Jabal Khair.